de reproduire à 30 mm ou à 35 mm la même gravure que celle qui a été originellement créée en 120 mm. Et cette fois-ci sur l'acier, c'est-à-dire d'obtenir soit un outillage intermédiaire, soit directement, dans certains cas, l'outillage de frappe. On a l'impression de machines assez anciennes, mais parce qu'aujourd'hui, on pourrait penser qu'on fait ça avec laser. Alors, ce sont des machines anciennes, la conception remonte au siècle dernier. Ce sont des machines qui ont évolué, évidemment. Maintenant, on a intégré tous les composants électroniques modernes depuis plusieurs années. Et c'est vrai que depuis, on va dire, 5 à 10 ans, on voit apparaître, d'une part, la technologie laser qui permet de faire deux choses. D'abord, de palper le modèle, et puis qui permettrait également de graver l'acier, donc d'attaquer l'acier. Bon, c'est clair que ça, par contre, on n'a pas franchi l'étape, pour la bonne et simple raison, c'est que les résultats aujourd'hui des essais qu'on a faits ne nous paraissent pas aussi concluants qu'un usinage mécanique traditionnel. Alors bien entendu, ces techniques modernes permettent une beaucoup plus grande souplesse, hein. On peut traiter des fichiers informatiques et donc modifier beaucoup plus facilement une création originelle qu'on ne pouvait le faire au cours du processus traditionnel de réduction. Ça vous permet de reproduire tout le fonds patrimonial, les centaines de milliers d'exemples que vous avez dans... Alors c'est une technique, effectivement, le palpage laser, c'est une technique qui permettrait de reproduire le modèle sans... Alors l'intérêt, évidemment, c'est qu'en aucun moment, on ne l'effleure par aucun procédé mécanique, donc on le préserve. Ceci dit, encore une fois, ce sont aujourd'hui des techniques qui n'ont pas, en termes de finesse, atteint le degré qu'on connaît avec les procédés qu'on met traditionnellement en œuvre. Atelier de gravure, de conception et de fabrication de monnaies et médailles, mais aussi de fabrication de poinçons, l'ancien et le moderne se côtoient et il faut savoir que depuis 1879, c'est l'État qui fixe chaque année le volume des pièces à réaliser. En plus de l'euro, l'Hôtel de la Monnaie fabrique des pièces pour de nombreux pays étrangers comme le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo, mais aussi l'Argentine, le Cambodge, le Liban et bien d'autres. Soit 125 millions de pièces en 2002 pour les seuls pays francophones. Nous sommes devant le premier franc de l'histoire monétaire française, un franc d'or qui date de 1360. Alors, Evelyne Cohen, vous êtes donc conservatrice de ce musée. Combien y a-t-il, par exemple, de médailles exposées dans le musée ici où nous sommes? Alors ici où nous sommes, il y a environ 2000 monnaies et 450 médailles qui sont exposées. Quelle est la logique de ce que vous montrez ou ce que vous voulez montrer? C'est très pédagogique. Oui, c'est vraiment un musée qui est très pédagogique, qui est très tourné vers le grand public. On montre l'histoire de la monnaie française. On est vraiment un musée d'histoire, j'insiste aussi sur ce point. Et on est aussi un musée qui montre les grandes étapes, les grandes évolutions de la technique de fabrication des monnaies et médailles à travers les siècles. Et jusqu'à quand peut-on remonter dans ces idées-là? Alors on remonte à l'Antiquité. En fait, on remonte à l'époque celtique, on remonte au 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, et l'on va bien jusqu'à notre époque contemporaine, jusqu'à aujourd'hui, puisque l'on présente à l'intérieur du musée également les pièces de l'euro. Et on sait comment on fabrique aujourd'hui, comme on a fabriqué par exemple au Moyen-Âge sous Louis XIV, mais sait-on comment on fabriquait à l'époque de l'Antiquité aussi? En fait, dans l'Antiquité, jusqu'au XVIe siècle, donc pendant une très longue période, on frappe la monnaie au marteau, c'est-à-dire de manière manuelle. Et puis, à partir du milieu du XVIe siècle en France, on commence à frapper la monnaie au balancier. En fait, il va falloir quand même attendre l'époque de Louis XIII, pour que la frappe au balancier s'impose pour les monnaies. Et c'est pour ça qu'avant, les monnaies n'étaient pas rondes complètement, par exemple. Voilà, les monnaies n'étaient pas rondes complètement. Le poids des monnaies également n'était pas aussi précis qu'il va l'être ensuite. Que le motif également, qui apparaît sur la monnaie, n'était pas d'une très grande régularité, comme il va le devenir par la suite. Alors les monnaies que vous présentez ici sont essentiellement des monnaies en argent, en or. Qu'est-ce qu'on trouvait le plus par le passé et récemment encore? Alors c'est des monnaies de toutes
métaux. On peut voir bien évidemment des monnaies d'or. Les premières monnaies celtiques, par exemple, le stataire des Parisis, qui est la monnaie celtique frappée à Paris au 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ, est une monnaie d'or. Et puis, à certaines autres périodes, ça va être par exemple le monnayage d'argent, le denier d'argent à l'époque de Charlemagne jusqu'à l'époque de Saint-Louis. Et puis, on peut voir beaucoup d'autres monnaies, monnaie de cuivre, monnaie de bronze, monnaie de laiton, monnaie de billon, qui est un terme un petit peu peut-être complexe, qui est un alliage. Vraiment un monnayage très divers, très intéressant. Les vitrines par ce petit promenade dans le musée, c'est un peu fascinant finalement de constater, de voir toutes ces monnaies à travers les siècles. Oui, c'est un lieu qui est très magique. D'abord, vous êtes installé dans un lieu qui lui-même est très symbolique, puisqu'on est au cœur même de l'hôtel des monnaies. Il y a beaucoup d'objets qui sont présentés dans ce musée, et selon une scénographie qui est très belle, qui est très contemporaine, puisqu'on peut voir ces monnaies qui sont alignées dans des murs de verre ondulés. Ce sont un peu comme d'immenses tableaux, si vous voulez, à l'extérieur desquels on a mis les pièces. Et puis, certaines pièces sont mises en valeur, parmi d'autres, dans des espaces appropriés, avec tout un accompagnement de sérigraphie, d'agrandissement de pièces, qui permet aussi à notre jeune public, au grand public, d'examiner tel ou tel détail de l'objet. Mais tout ça n'est qu'une petite partie des collections que vous avez, que vous gardez jalousement du regard des visiteurs. Qu'on garde jalousement peut-être pas, puisqu'on les présente à l'occasion d'expositions temporaires. Mais c'est vrai que nous avons un fonds très important de monnaies et de médailles. On a plus de 30 000 monnaies, plus de 60 000 médailles, et qui peuvent être notamment par les chercheurs étudiées comme ils le souhaitent. Et ça se conserve, comment ça s'entretient-il? Il n'y a pas véritablement de gros problèmes de conservation. En réserve, ce sont des objets qui sont conservés dans un médaillier, selon une tradition ancienne. Un meuble à tiroir. Voilà, un meuble à tiroir, comme cela pouvait l'être dans les siècles antérieurs, dans lesquels donc sont regroupés l'ensemble de ces fonds. Et nous n'avons pas de problème particulier pour la conservation des monnaies et des médailles. Il faut simplement que le lieu soit d'une température constante, qu'il n'y ait pas d'humidité. Et a priori, à partir de cela, les difficultés de conservation ne sont pas trop grandes. Le nouveau musée est installé depuis 1988 dans l'ancienne salle de frappe de la monnaie de Paris. Il est conçu comme un outil didactique qui permet d'expliquer l'histoire de France. En plus de la monnaie et des médailles, la monnaie de Paris fabrique depuis quelques années toute une gamme de produits dérivés destinés à son financement. Pour en savoir plus sur la monnaie de Paris, son histoire, sa vocation actuelle et son musée, vous pouvez consulter son site internet www.monnaiedeparis.fr. Cette émission est maintenant terminée. Elle était réalisée par Sandrine Anthem, à la technique Laurent Salanique. Au revoir à tous et à la semaine prochaine.